Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. 90% de la plaque éliminée, une brosse souple, médium ou dure, un design en zigzag pour un nettoyage en profondeur, une brosse flexible de chaque côté, puis une mention extra clean. Comment vous choisissez votre brosse à dents? Est-ce que vous savez lesquels de ces critères ne sont que du marketing et ceux qui ont réellement un effet sur la santé de vos dents? C'est aujourd'hui qu'on règle ça, que l'on règle la question ultime de quel est le meilleur design de brosse à dents, indépendamment du prix, de la marque et du marketing. Et une fois qu'on aura passé du temps à choisir, à sélectionner la meilleure brosse à dents manuelle, parce qu'on rentre pas dans le monde des électriques, on verra comment on peut ruiner tous nos efforts en un claquement de doigts sans s'en rendre compte. Je n'ai aucun lien d'affiliation avec aucune compagnie dentaire, ce qui vous apparaîtra comme une évidence assez rapidement. Alors, il y en a beaucoup des indications sur les brosses à dents et c'est pas facile de faire la part des choses. Par exemple, on a cette brosse à dents qui indique Extra Clean. Et ça, vous et moi, on sait que c'est juste du marketing. En plus, juste à côté, il y a écrit TM qui montre qu'ils ont déposé le terme Extra Clean. C'est donc une marque, pas une fonction. Un peu comme le vin Pisse Dru. Bon, bah ça, c'est le nom de la marque, pas la fonction. On espère. Mais maintenant, si on regarde celle-là, elle a un truc un peu sympa où en fait la brosse à dents est en deux parties pour être capable de brosser les dents de chaque côté. C'est assez innovant, mais là c'est un peu dur de déterminer si c'est du marketing ou s'il y a vraiment quelque chose derrière. Sur la boîte, on voit écrit qu'elle améliore la santé bucco-dentaire en 2 semaines, avec une petite astérisque qui nous amène derrière à la mention en réduisant la gingivite lors d'un essai clinique à court terme. La gingivite étant une inflammation de la gencive. Bon bah c'est rassurant, ça a l'air d'être basé sur de la science alors. Alors je suis allée chercher l'étude en question, je pense l'avoir trouvée. La recherche est réalisée par la compagnie elle-même et non par un laboratoire indépendant. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais qui implique un possible biais. Ce qui est plus gênant par contre, c'est qu'elle ne semble pas être passée par le processus classique de publication scientifique. Ça veut dire que le papier n'a pas été revu par des pairs qui auraient pu évaluer la qualité du travail, et c'est vraiment essentiel en recherche. Et nous-mêmes, en fait, on peut pas vraiment évaluer la qualité de l'étude, ça fait 1 page et demie, on n'a pas assez de détails évidemment. Techniquement, on ne peut pas savoir si l'étude a été bien faite ou non, donc elle a à peu près autant de valeur qu'un rapport de TP. Et après, il y a de très bons rapports de TP, hein, mais voilà. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que leur conclusion est vraiment sans appel. La brosse à dents arrive à réduire les gingivites autant que leur autre brosse à dents plus classique. Donc ils n'ont pas menti dans leur marketing. Oui, leur brosse à dents arrive à réduire la gingivite, mais autant que leur autre brosse à dents. Donc le design rigolo un peu sympa n'a en fait aucun impact sur les résultats. Donc cette mention finalement, c'est du marketing basé sur un rapport de TP. Alors je vous ai donné un exemple, mais je suis sûre que de vous-même, vous remettiez en question déjà ce genre d'affirmation de toute façon. Alors sortons de la science du marketing, ou du marketing de la science plutôt, et regardons de vrais critères de sélection liés à la conception de la brosse. Par exemple, souple, médium et dur, ou ferme. Sûrement là-dessus, sur la rigidité des poils, il doit y avoir un consensus scientifique sur laquelle est la meilleure, ou du moins la plus adaptée à une situation ou une autre. Alors, il y a un simili-consensus. Je vous présente Clac. À la base, j'avais prévu de l'appeler Clac-Clac parce que j'allais faire les 2 mâchoires et puis ça allait faire Clac-Clac. Mais je me suis rendu compte que j'avais besoin que de la moitié du modèle pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Donc, Clac tout court, enchanté, les auditeurs, Clac. Voilà. Alors oui, il n'est pas à l'échelle, oui, il y a trop de dents, c'est un support pour votre imagination, d'accord? Alors, pour déterminer la meilleure brosse à dents, il faut se rendre compte que c'est un jeu d'équilibristes. D'un côté, on veut se brosser les dents en priorité pour enlever la plaque dentaire. Et la plaque dentaire, c'est une couche biologique qui est collante et transparente et qui se forme naturellement sur nos dents. On peut absolument rien faire pour empêcher la création de la plaque, il faut juste la brosser et l'enlever inlassablement plusieurs fois par jour. Un peu comme la poussière chez soi, on peut pas empêcher son existence, donc on la balaye. Probablement un peu moins souvent que nos dents, mais c'est le même principe. Et si jamais on n'arrive pas bien à enlever cette plaque, ben, elle se minéralise, elle durcit, jaunit, et là elle devient ce qu'on appelle du tartre. Et là quand c'est du tartre, vous pouvez mettre toute l'énergie que vous voulez, c'est trop tard. Votre brosse ne suffira pas. Il faut aller chez le dentiste qui a des outils un peu plus puissants.
Alors le tartre, c'est pas que moche, hein, ça peut être aussi à l'origine de caries, de recul de la gencive, au point d'exposer les racines des dents, ce qu'on appelle la récession gingivale, ou encore créer une inflammation de la gencive, ce qu'on appelle la gingivite. Bref, on veut brosser ses dents. Mais d'un autre côté, il faut y aller mollo, parce que certes, on veut enlever la plaque qui est sur les dents, mais pas au point d'abîmer nos dents ou de brosser tellement fort que nos gencives disparaissent, là encore, pour créer la fameuse récession gingivale. Bref, c'est un jeu d'équilibriste, c'est le BBSB. Bien brosser, sans bourriner. Alors peut-on atteindre le BBSB avec une brosse dure? Ta-da-da. Tac. Donc là, on voit bien les dents et on voit apparaître la brosse et je vais simuler un brossage de dents. Alors là, évidemment, je vais me mettre à brosser, donc il y a la question de la technique de brossage de dents. C'est laquelle la meilleure technique, celle qu'il faudrait utiliser? C'est une excellente question, messieurs, dames. Il existe probablement autour d'une dizaine de techniques et aucune ne bénéficie d'un consensus. Que ce soit les associations de dentistes, les fabricants de brosses à dents ou de dentifrice, vous trouverez forcément quelqu'un qui vous dira que leur technique est la bonne. Donc ici, j'utilise la technique de brossage la plus pratique pour montrer ce que je veux montrer, mais n'allez pas croire que c'est ce qu'il faut faire, ok? Donc, on voit ici que quand j'applique peu de pression avec ma brosse à dents dure, j'arrive pas à me rendre entre les dents. Pas du tout même. Ce qui est un problème, hein, parce que la plaque s'accumule aussi entre les dents. Mais ça reste somme toute assez logique parce que, en fait, c'est les poils qui sont beaucoup trop rigides pour être capables d'aller dans les recoins. Hein. C'est un peu comme essayer de balayer avec une brosse à récurer. Ça balaye un peu sans finesse. Donc, le premier critère de bien brosser, il n'est pas rempli. Est-ce que j'ai utilisé cette vidéo comme excuse pour m'acheter un microscope? L'option alors, puisque ça marche pas en appuyant doucement, ce serait d'appuyer un petit peu plus fort pour forcer les poils à se courber et à rentrer dans l'espace entre les dents. Donc là, je force. Alors j'arrive à rentrer, mais c'est pas foufou. Hein. Ah ouais, là, faut vraiment forcer fort. Hein. Alors on voit que ça résout notre problème, on arrive à atteindre ces zones un peu difficiles d'accès, mais à quel prix? Parce que là, on a regardé que les dents, mais en mettant autant de force, on risque d'abîmer fortement la gencive. Et c'est beaucoup trop dur, ces poils-là, pour quelque chose d'aussi mou comme la gencive. Notre brosse à récurer, si on appuie trop fort sur du parquet mou, on la raye. Donc c'est le même principe. Hein. J'ai pas rayé mon parquet exprès, hein. C'était déjà comme ça. Vous en faites pas. Le débat semble assez tranché, il faut choisir des dents souples pour être capable d'aller dans ces zones-là sans abîmer les structures fragiles comme les gencives. Là, on voit qu'on arrive vraiment beaucoup mieux à rentrer à l'intérieur. J'ajoute quand même un détail qui n'était pas prévu dans mon script, c'est que j'ai deux brosses à dents souples, là, une sans marque et puis une avec marque. Et cette brosse à dents souple-là, elle n'est pas aussi souple que celle-là, et ça fait une énorme différence. Donc si je vous montre la brosse à dents souple de la marque que je ne citerai pas, honnêtement, entre le dur et le souple, ça fait pas une énorme différence, tandis que la souple sans marque, celle-là, elle y va quand même beaucoup mieux. Est-ce que c'est forcément mieux ou moins bien? C'est pas sur mon modèle qu'on va avoir une réponse, mais c'est pour dire que c'est pas égal entre toutes les souples, toutes les dures, on va pas forcément avoir exactement les mêmes comportements. Bref, on a l'impression d'avoir un consensus au niveau de la dureté des poils, qu'il faut aller vers du souple. Mais si vous vous brossez les dents trop fort avec une brosse à dents souple, en fait les poils sont tellement souples qu'ils se retrouveront rapidement dans cette configuration, avec les poils tellement courbés que là, on n'entre plus non plus aussi bien dans les zones difficiles d'accès. Vous commencez probablement à comprendre pourquoi je disais que c'est bien beau de chercher la meilleure brosse à dents, mais même avec le meilleur des designs, si on l'utilise mal, ce sera un mauvais choix. Et puis ce qui est un peu dur à déterminer, c'est à partir de quand est-ce que c'est trop fort? Ça n'a pas l'air en plus d'être la même chose selon toutes les brosses à dents. Alors la majorité des gens, 70% des personnes, se brossent les dents avec une force entre 1,6 et 2,8 newtons. Cette boîte de vis Robertson pèse 250 grammes, et applique une force de 2,5 newtons environ sur la table. Est-ce que ça vous aide à imaginer la force que cela représente sur nos dents? Probablement pas, mais bon, c'est un essai. À 3 newtons de force, on considère que c'est vraiment trop fort et que non seulement les gencives seront abîmées, mais les dents elles-mêmes aussi peuvent l'être. C'est comme si on passait du papier de verre à chaque jour quand on appuie vraiment trop fort. Ce qui nous fait une belle jambe. Qui a un capteur de force à la maison suffisamment fiable à ces échelles-là en plus, pour savoir si on brosse trop fort ou pas assez fort? Pas moi en tout cas. Peut-être que le seul indice, c'est que si votre brosse à dents ressemble à ça en 2 semaines, c'est peut-être que vous y allez un peu fort. D'ailleurs, cette brosse à dents dans cet état-là n'est absolument plus capable d'aller nettoyer entre les dents.
c'est le temps de la changer même si ça fait que 2 semaines que vous l'avez. Donc s'il y a quelque chose que je retiens dans tout ça, c'est que se brosser les dents plus fort, ça ne nettoie pas mieux. La plaque, ça s'enlève avec peu de force. Se brosser les dents, c'est une activité de douceur. On balaye, on ne récure pas. Bon, mais ça c'était un critère, celui de la dureté des poils, et il y en a plein d'autres. Il y a la forme de la tête, la taille de la tête, le profil, le nombre de touffes, oui parce que ça s'appelle des touffes, l'arrangement des touffes, si elles sont alignées en cercle, combien il y a de lignes, combien il y a de rangées, l'angle des touffes, la rigidité de chaque touffe, la quantité de filaments par touffe, ça fait beaucoup de touffes tout ça, la longueur des filaments, la forme de leur extrémité, en pointe comme ici ou arrondi comme là, le diamètre, la rigidité du matériau utilisé, etc., sans compter les autres critères du manche, de choix des matériaux, etc. Alors est-ce qu'avec tout ça, c'est tous les paramètres qu'il nous faut pour atteindre le fameux BBSB? Alors si on en croit cet article, l'efficacité du brossage de dents dépend de 3 facteurs. Le design de la brosse à dents, et on vient de voir qu'il y a pas mal de paramètres, la technique de brossage de dents de la personne, on a dit qu'il n'y a pas de consensus, et la fréquence et la durée du brossage, qui est probablement le critère le plus simple à contrôler. Mais il manque quelque chose de majeur qui n'est même pas mentionné, le dentifrice. On a 2 mondes dans les papiers de recherche. Ceux qui étudient la brosse à dents et qui cherchent le meilleur design en ignorant complètement l'action du dentifrice, et ceux qui étudient le dentifrice et qui disent « Eh oh, les brosses à dents, vous n'êtes rien sans nous, c'est nous qui faisons tout le travail. » Parce que oui, si on en croit les papiers sur le dentifrice, les brosses à dents n'auraient pas beaucoup d'effet sans lui. Et ça, c'est intéressant. En fait, le dentifrice, une de ses caractéristiques, c'est qu'il contient des particules abrasives. Grosso modo, c'est comme si vous mettiez du sable dans votre bouche. Alors le sable est très fin et dans un mélange pâteux qui fait qu'on ne le sent pas, mais c'est le principe, on a vraiment des particules abrasives. Ça veut dire que ce qui vient créer de l'abrasion sur vos dents, qui vient balayer, ce serait pas tant la brosse sur les dents, mais le fait de coincer des particules abrasives entre le poil et la dent. Et quand on bouge la brosse, le poil traînerait cette particule et labourerait en quelque sorte la dent. Là encore, c'est un monde de paramètres qui s'ouvre à nous. Quelle quantité de dentifrice reste coincée dans les poils, quelle proportion de poils entraîne des particules à un moment donné et arrive à rayer nos dents, donc dans l'objectif d'abîmer la plaque et de l'enlever, la concentration de particules abrasives dans le dentifrice, le type de contact, par exemple si on coince une particule sous un bout de poil ou sous un poil complètement courbé, tout ça, ça change complètement la dynamique. Bref, à supposer que l'on trouve la soi-disant meilleure brosse à dents, ça ne veut pas dire que vous allez atteindre le BBSB. Je voulais avoir les réponses à toutes ces questions, je voulais arriver à la fin de cette vidéo et dire il faut une brosse à dents de telle forme, avec telle extrémité, tel angle, tel nombre de touffes, etc. Et je suis tombée dans un trou sans fin. Et ça a dû se sentir dans la vidéo d'ailleurs. La quantité de littérature sur ce sujet est énorme. J'ai passé des semaines là-dessus à trouver des articles qui comparaient tout un tas de brosses à dents et arrivaient toujours à une nouvelle conclusion selon un critère particulier qui n'était évidemment jamais le même dans un autre article. Bref, j'étais à la recherche d'un consensus scientifique que je n'ai jamais trouvé. Même sur la dureté des brosses à dents, qui semble être le critère le plus simple, là aussi on a des articles qui se contredisent selon le critère qu'on regarde. Alors comment ça se fait? Comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'envoyer des sondes sur Mars, de découvrir des nouvelles particules, d'inventer des nouveaux vaccins, mais que la brosse à dents, ça nous échappe? Bienvenue dans la partie spéculation de la vidéo. Le premier point que j'aimerais discuter, c'est sur la pertinence d'un résultat. Parce que quand un article trouve qu'une brosse à dents arrive à mieux enlever la plaque qu'une autre brosse à dents, est-ce que cette information est vraiment pertinente? Est-ce que c'est suffisant comme information? La question n'est pas simple, donc je vous l'illustre avec un autre exemple. Imaginez que l'on teste un système de coaching, j'invente complètement, où pendant que vous courez, vous avez quelqu'un dans vos écouteurs qui vous dit « Ouais, vas-y, c'est bien ce que tu fais, allez, encore 5 minutes ». Et on trouverait que les personnes qui n'ont pas le système de coaching courent 10 km par course, et ceux qui ont le système de coaching courent systématiquement 10 mètres de plus. 10 mètres sur 10 km, c'est pas grand chose. Donc, techniquement, on peut dire, le système de coaching permet de courir sur une plus grande distance. C'est vrai. Mais est-ce qu'on peut extrapoler sur la santé de la personne, sur l'amélioration de ses performances, ou je ne sais quoi? C'est pas parce qu'on a une mesure qui est différente, qui est significativement différente d'un point de vue statistique, qu'elle a forcément un effet clinique. Donc si on revient à nos brosses à dents, quand on a un article qui nous dit qu'on enlève la plaque de X% de plus, peu importe, ok, cool, mais est-ce que derrière ça change quelque chose à notre santé bucco-dentaire? Est-ce que ça change la fréquence à laquelle il faut aller voir son dentiste, ou le nombre de caries, etc.
Second point, c'est l'importance démesurée de la recherche financée par les compagnies de brosse à dents. Et c'est compliqué pour moi parce qu'a priori je suis plutôt pour l'existence de la recherche privée. Sur mes 8 années de recherche, j'ai eu 3 ans de recherche 100% publique, puis 1 an en recherche privée, et 5 ans où c'était le lab qui était cofinancé par des fonds privés, mais mon salaire venait de fonds publics. Et jamais dans aucune des situations, je n'ai eu l'impression que la qualité de ma recherche était influencée par l'entité qui mettait la main à la poche. Et je sais par contre que mes articles étaient évidemment lus par la compagnie avant la publication, mais j'ai jamais reçu la moindre correction de leur part. De mon point de vue à moi, les fonds privés n'ont pas affecté la recherche, ils ont même permis de l'améliorer en fait, puisque l'argent reçu permettait d'acheter du matériel, de payer des employés, d'aller à des congrès, etc. Ça se passe pas toujours comme ça, mais c'est mon expérience en tout cas. Et je suis assez persuadée que l'écrasante majorité des compagnies qui investissent dans la recherche, même s'il y a toujours des brebis galeuses, le font exactement avec la même qualité que de la recherche publique, mais avec un biais en plus qui est celui de leur marché. Si les résultats de la recherche vont à l'encontre de ce vers quoi la compagnie veut évoluer, oui, il y a de fortes chances que ces résultats ne soient pas publiés. Dans le choix des choses à étudier aussi, on s'orientera plus vers des sujets qui intéressent la compagnie, c'est évident, il n'y a pas vraiment de mal à ça, tant qu'on a un équilibre. Un équilibre où il y a toujours de la recherche publique qui avance avec des objectifs différents de ceux des compagnies privées. Et dans le thème de la brosse à dents, il y a un déséquilibre clair. Il y a trop de recherches orientées par les compagnies privées par rapport aux recherches publiques. Je vous donne un exemple. J'ai trouvé cet article qui était parfait. Il y avait toutes les réponses que je cherchais. Il avait l'air en plus issu de la recherche publique, puisque le seul conflit d'intérêt qu'on pouvait trouver était qu'ils avaient eu les brosses à dents gratuitement de plusieurs compagnies différentes. C'est pas parfait, on est d'accord, mais c'est pas si mal. On va baisser nos exigences. Je vous ai choisi un petit extrait. Ils disent ici que les brosses à dents avec les poils qui sont en angle et dans des directions opposées semblent être les plus efficaces pour enlever la plaque dentaire. Cool! J'ai ma réponse, je peux finir ma vidéo, je dis il faudrait choisir des brosses à dents qui ont des poils en angle dans des sens opposés. Sauf que, vous voyez ces petits chiffres là? Ce sont les sources. Chaque auteur ou autrice qui affirme quelque chose en recherche se doit de dire d'où vient son information. Alors je vais voir les références 7, 9 et 10. Alors en réalité j'ai déjà fait la recherche donc je peux déjà vous dire à quoi correspondent les sources. La première, la référence 7, est une étude financée par une compagnie de brosses à dents. La seconde, la numéro 9, est aussi financée par la même compagnie de brosses à dents. Et la troisième, c'est pas vraiment possible de savoir, c'est financé par une compagnie aussi, mais qui n'a plus de site web et dont je n'ai pas trouvé beaucoup de traces. Donc 3 sources, aucune indépendante, et probablement 3 qui ont un intérêt à ce que les poils en angle soient une bonne solution pour les consommateurs. Une compagnie de brosses à dents qui trouverait que de mettre les poils en angle ne sert à rien quand c'est ce vers quoi elle veut s'orienter, elle publierait pas ses résultats. Donc, parce qu'on n'a que de la recherche financée par des compagnies ici, on n'a probablement pas une vision complète de la réalité. D'ailleurs, depuis la publication de cet article, j'ai trouvé au moins un autre article qui disait que les poils en angle, ça change pas grand-chose. Dans cet autre exemple, on nous dit qu'il faudrait que l'extrémité des filaments soit arrondie pour protéger les tissus comme la gencive. Ok, on va voir les références 24 à 27. Alors 24, encore la même compagnie de brosses à dents de tout à l'heure. Ensuite, un article beaucoup trop vieux, 1948. On retrouve ni le titre, ni le résumé, on n'a aucune idée des conflits d'intérêts, en tout cas on ne trouve pas sur internet dans la deuxième et la troisième publication. Ensuite, c'est encore une référence vers la même compagnie de brosses à dents, encore, qui a publié. Ben moi, avec tout ça, je suis pas convaincue. J'aurais besoin d'au moins une étude, une source indépendante qui confirme ces faits-là. Il est fort probable que si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, vous avez plus de questions que de réponses. En tout cas, c'est mon cas. Je suis pas dentiste, évidemment, vous le savez, mais à partir de mes lectures, voici mes conclusions. Et vous avez toutes mes sources dans la description si jamais vous en avez le courage. Premièrement, il n'y a pas vraiment de design de brosse à dents qui soit supérieur à un autre. Et d'ailleurs, ça a l'air supporté par une étude indépendante. Deuxièmement, même s'il n'y a pas de design parfait, moi je vais choisir d'aller plus vers les brosses à dents souples en mettant peu de force. Parce que c'est probablement ce que je retiens le plus, on balaye ses dents, on ne les récure pas. BBSB, bien brossé, sans bourriner les amis. Troisième point, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais les recommandations en général pour changer sa brosse à dents, on parle souvent de 3 mois, mais ça semble plus tirer vers un changement tous les 2 mois. C'est donc probablement plus adapté de changer souvent une brosse à dents peu chère que d'en prendre une hors de prix et de la garder 6 mois. Alors, et vous? Est-ce que vous allez changer vos habitudes de brossage de dents ou d'achat de brosse à dents? J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez... Oh my god. Bon, la partager. Et après tout ça, je pense qu'il est définitivement l'heure.
Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Un réseau privé virtuel, c'est ça que ça veut dire VPN. C'est un service qui, quand on l'active, permet de faire croire à Internet qu'on est dans une zone géographique différente de celle où on est vraiment. Et je suis assez surprise, comme à chaque fois que je fais ce message promotionnel pour NordVPN, j'ai toujours un nouveau cas où je l'ai utilisé. Il y a les émissions de télé françaises auxquelles je pourrais pas avoir accès depuis le Québec. Il y a le fait de pouvoir commander ses courses depuis un autre pays pour que ça arrive pile quand on atterrit et que l'on rentre dans sa quarantaine obligatoire. Je m'en sers aussi pour le travail, je fais beaucoup de recherches et parfois certains documents sont géolocalisés ou font des vérifications d'adresse IP. Bref, je m'en sers honnêtement beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé, en tout cas la première fois que je me suis abonnée. Si vous n'êtes pas convaincu, bah écoutez, tant mieux, parce que c'est satisfait ou remboursé les 30 premiers jours, donc vous pouvez toujours essayer et voir si c'est pour vous, tout simplement. Et pour ça, vous pouvez aller sur nordvpn.com/syllabus et vous aurez une grosse réduction pour un abonnement de 2 ans. Si vous ajoutez le code syllabus au moment de l'achat, vous aurez un mois supplémentaire gratuit. Bref, nordvpn.com/syllabus avec le code syllabus si le service d'un VPN vous intéresse. Et merci évidemment à NordVPN de soutenir ma chaîne. C'est grâce à ce genre de contrat que je peux passer beaucoup trop de temps à lire 50 articles de recherche sur les brosses à dents. Allez, on se retrouve à la fin du mois pour un tout autre sujet. Bye!